Bonjour, je suis Lisa Morgan. Je milite en faveur des personnes autistes au sein d'une association de soutien en situation de crise et de prévention du suicide, et j'aimerais vous donner un aperçu de la formation sur ce thème qui sera proposée prochainement. Je tiens tout d'abord à préciser que nous allons évoquer le sujet du suicide et de l'automutilation. N'hésitez pas à faire une pause si besoin. Aux États-Unis, vous pouvez envoyer un SMS au 988, appeler ou discuter en ligne pour obtenir du soutien, et ce QR code vous redirige vers un site web qui répertorie les lignes d'aide internationales en cas de crise suicidaire. Surtout, n'hésitez pas à faire une pause si besoin. J'aimerais également aborder brièvement la question du langage centré sur l'identité. De nombreuses personnes autistes préfèrent ce type de langage, car elles s'identifient comme des personnes autistes. Elles ne se considèrent pas comme étant sur le spectre autistique ou comme ayant un autisme. L'autisme fait partie intégrante de leur identité. Dans cette présentation et dans les ressources que je vais vous proposer, ce langage centré sur l'identité est systématiquement utilisé. Bien sûr, ce n'est pas forcément la préférence de toute personne autiste. Il est donc plus respectueux de lui demander comment elle préfère être désignée. Donc voilà, je voulais simplement apporter cette précision avant de commencer. Donc, aujourd'hui, je vais aborder la question du soutien spécifique nécessaire pour les personnes autistes en matière de prévention du suicide et d'aide en situation de crise. Je vais présenter les bases de l'autisme et aborder ce qu'est réellement l'autisme, ainsi que les raisons pour lesquelles nous devons soutenir ces personnes d'une manière qui leur soit compréhensible. Je vais parler de la prise de conscience culturelle, de certaines statistiques sur le suicide chez les autistes, de certains facteurs de risque, puis nous aborderons le soutien en situation de crise, en passant en revue toutes les ressources développées avec le groupe de travail sur l'autisme et la prévention du suicide, ainsi que de la planification de la sécurité adaptée aux autistes. Il existe deux façons d'envisager une personne autiste. Il y a d'abord le modèle médical. S'agissant de tous ces aspects que je viens d'évoquer, sachant bien sûr que chaque personne autiste est différente, eh bien la plupart des personnes autistes en sont touchées. Le modèle médical les considère comme des personnes présentant des déficits, un handicap, un dysfonctionnement et un trouble. Il se concentre sur ce qui ne va pas chez une personne, plutôt que sur ce dont elle a besoin. Il cherche à réparer la personne, à la guérir. Pour beaucoup de gens, l'autisme est un mode de vie. Comme je l'ai expliqué précédemment, cela fait partie de qui ils sont, c'est leur identité. Mais le modèle médical peut en réalité causer des préjudices involontaires. Il est arrivé que des personnes autistes se rendent aux urgences en déclarant vouloir se suicider et soient renvoyées chez elles, soit parce que le personnel soignant avait découvert qu'elles étaient autistes et ne considérait pas ces personnes comme capables de se suicider, soit parce que leur comportement ne correspondait pas à celui d'une personne en situation de crise. De nombreux professionnels ne comprennent pas la nécessité d'évaluer une personne autiste pour lui apporter du soutien. Comme l'illustre mon histoire, de nombreux premiers intervenants ne savent pas comment faire avec une personne autiste en situation de crise. Le comportement des personnes autistes est souvent mal compris. De plus, non seulement il est mal compris, mais il suscite des réactions négatives qui causent davantage de souffrance involontaire. Une grande partie des crises chez les personnes autistes se déroule à l'intérieur. Et comme elles masquent leurs émotions, un sujet que nous aborderons dans la section sur les facteurs de risque, elles ne donnent absolument pas l'impression d'être en crise. Tout se passe à l'intérieur. Elles risquent donc d'être accusées de mentir ou d'exagérer, alors qu'elles sont réellement en crise. C'est simplement qu'elles n'en montrent aucun signe à l'extérieur. Mais en fin de compte, tout cela signifie simplement que les personnes autistes ne voient pas leurs besoins satisfaits.
À quoi ressemble un préjudice involontaire? Il peut paraître amical, encourageant, empathique et bienveillant, car ces personnes, les premiers intervenants, le personnel des urgences, les défenseurs des victimes, tous issus des professions d'aide, souhaitent sincèrement aider. Et c'est bien ainsi que le perçoivent les personnes non autistes. Mon espoir est d'obtenir un soutien qui soit également perçu comme amical, encourageant, empathique et bienveillant par les personnes autistes. Car, en définitive, un préjudice involontaire causé par des personnes bien intentionnées reste un préjudice et cause bel et bien du tort. À l'opposé du modèle médical se trouve le modèle social de l'autisme. Ce modèle consiste à considérer les personnes autistes comme différentes. Il tient compte de l'hétérogénéité inhérente à l'autisme, qui est un trouble caractérisé par un spectre. Il tient compte des troubles sensoriels. Il comprend donc également ces aspects et reconnaît l'existence d'une culture autiste dans laquelle, comme je l'ai expliqué précédemment, les personnes pensent différemment, par exemple de manière littérale ou visuelle ou encore en se concentrant sur les détails. Ces passions qui les animent, leur comportement stéréotypé, leur honnêteté à l'extrême, au point de leur attirer des ennuis, de paraître impolis et directs, alors qu'il s'agit simplement d'être honnête par rapport à ce qui leur semble juste, vraiment juste. Cette littéralité qu'elles ont quand elles parlent, le fait d'entendre les mots au sens littéral et de les prononcer au sens littéral, et leur besoin de se retirer pour prendre soin d'elles. Tous ces éléments constituent véritablement la culture des personnes autistes. Si les premiers intervenants et les professionnels qui les accompagnent comprenaient cela, alors les personnes autistes subiraient moins de préjudices involontaires. Le cerveau d'une personne autiste diffère de celui d'une personne non autiste. Les IRM ont mis en évidence ces différences au niveau de la structure, des circuits neuronaux et du fonctionnement. Ce n'est donc pas que nous choisissions d'agir ou de nous comporter comme nous le faisons, de penser comme nous le faisons ou de percevoir le monde comme nous le percevons. C'est simplement ainsi que fonctionne notre cerveau. Beaucoup de gens pensent que l'autisme est un spectre, allant d'un niveau de fonctionnement élevé à un niveau de fonctionnement faible, ce qui impliquerait qu'une personne est plus autiste qu'une autre, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme les deux adorables petits bonhommes en haut de cette image, où l'un en a plus et l'autre moins. C'est plutôt que la personne est autiste parce qu'elle a un cerveau autiste et qu'elle a ensuite des points forts et des difficultés, un peu comme un graphique en forme de tarte où ces éléments peuvent en réalité fluctuer au cours de la journée. Le matin, elle peut être capable d'établir un contact visuel, mais après avoir travaillé, été à l'école ou vécu certaines expériences tout au long de la journée, elle peut être dysrégulée au point de ne plus pouvoir établir de contact visuel l'après-midi. Les personnes autistes ont souvent à faire face à divers types de défis au quotidien. Certaines en rencontrent plus que d'autres. C'est pourquoi elles en souffrent. Certaines ne parlent pas et doivent communiquer autrement. D'autres présentent une déficience intellectuelle, c'est vrai. Mais quand on a un cerveau autiste, on est autiste, pleinement et complètement.